Voilà, vous l'avez suivi cet après-midi en direct sur BFM TV, cette conférence de presse conjointe Macron-Poutine dans cette belle galerie des batailles du château de Versailles. En ce moment même, les deux présidents inaugurent au Grand Trianon l'exposition qui sert de prétexte à cette visite du président russe, Pierre le Grand, un tsar en France. Et puis ensuite, le président Poutine doit se rendre seul au nouveau centre spirituel et culturel orthodoxe russe avec cette fameuse cathédrale à bulbe dorée au cœur de Paris, quai Branly, la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité. On va bien sûr revenir sur ce que se sont dit les deux présidents. Le dialogue a été franc. On n'a pas évité les sujets qui fâchent, notamment le dossier syrien, l'Ukraine, mais aussi le rôle de certains médias russes avec nos spécialistes. Pierre Lorrain, bonsoir Pierre, bonsoir. Écrivain spécialiste de la Russie. Cyril Brett, bonsoir, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de la Russie également, ça tombe bien. Julia Delage est avec nous. Bonsoir Julia. Et Laurent Neumann. Ulysse Gosset, tout de suite peut-être s'il est prêt en direct du château de Versailles. Bonsoir Ulysse, que faut-il retenir de cette rencontre et notamment de cette conférence de presse conjointe ? Eh bien, ça a été un dialogue franc et direct. C'est ainsi que Emmanuel Macron a qualifié sa rencontre avec le président Poutine. On a vu à la sortie de ces entretiens qui ont duré plus longtemps que prévu, un président français, je dirais, combatif sur au moins deux dossiers diplomatiques brûlants. D'abord celui de la Syrie, puisqu'on a entendu le président français dire que lui aussi avait fixé une ligne rouge en Syrie, c'est l'utilisation d'armes chimiques. Si elles se reproduisent, eh bien, il y aura représailles et riposte immédiate. C'est ce qu'a dit le président Macron, très déterminé, il l'a répété à plusieurs reprises, alors qu'on a trouvé Vladimir Poutine un peu plus en retrait. Sur l'autre dossier, celui de l'Ukraine, là aussi, le président français a montré sa volonté, je cite, de désescalade. Ce qui nous intéresse, c'est la désescalade. Et avant toute chose, il faut essayer de faire un état des lieux, un état des forces. Et il a demandé pour cela un rapport de l'OSCE, vous savez, l'Organisation sur la sécurité en Europe, qui va devoir plancher pour les prochaines semaines et dire exactement où on en est avant de pouvoir avoir une feuille de route. Une feuille de route pour la Syrie, une feuille de route pour l'Ukraine. C'est cela qui importe à Emmanuel Macron et évidemment en liaison avec Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs annoncé, le président français, qu'il y aurait un groupe de travail sur la Syrie, un groupe de travail sur le terrorisme avec la Russie pour être encore plus efficace, car la priorité, a-t-il dit, c'est d'éradiquer Daesh, d'éradiquer tous les terroristes. Donc on a trouvé un président Macron très ferme, très déterminé. Sur les autres dossiers, il y a eu évidemment des mots importants, notamment de la part d'Emmanuel Macron qui a répété qu'il n'était pas possible d'envisager une solution aux problèmes globaux sans un dialogue avec la Russie. On peut dire donc ce soir que la Russie fait son retour en France, son retour dans le dialogue français et européen, puisque Emmanuel Macron a d'ailleurs précisé que concernant l'Ukraine en particulier, il appellerait Angela Merkel dès ce soir, dès son retour à l'Elysée, pour faire un point avec elle sur l'état de ses discussions avec le président russe. Merci Ulysse Gosset en direct du château de Versailles. Et les deux hommes sont toujours au château dans ce grand Trianon qui accueille l'exposition. C'est donc l'inauguration officielle de cette exposition avec les deux présidents. Alors, on l'a dit, le dialogue a été franc, les sujets ont été abordés, notamment celui de l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Écoutez le président Macron. Mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Les deux pays ont également fait part de leur volonté de collaborer dans la lutte contre le terrorisme, notamment la lutte contre Daesh. Écoutez le président russe. Nous estimons qu'on ne peut pas lutter contre la menace terroriste en détruisant l'État qui sont grandement secoués par toutes sortes de contradictions internes. Je pense qu'il faut unir nos efforts dans la lutte contre le terrorisme et nous ne pourrons y parvenir que si nous unissons nos efforts pour affronter cette peste du XXIe siècle.
Voilà, ce dialogue franc et direct. Cyril Brett, finalement, chacun a des positions à défendre. Les deux présidents les ont exprimées, mais finalement, l'échange était aussi cordial. On a eu à la fois de la franchise, mais de la cordialité. Oui, on a eu de l'image, on a eu du fond. Sur l'image, on peut que se féliciter que deux grands pays qui comptent sur la scène internationale se parlent manifestement, même si le dialogue n'a jamais véritablement cessé. Bon, sur le fond, le fait que ça soit justement des images magnifiques au château de Versailles, dans cette galerie, ça rajoute côté officiel de cette rencontre et important. Oui, ça lui donne une solennité. Ça donne une solennité aussi au premier pas. Enfin, maintenant, c'est les deuxièmes pas du débutant président Macron. Ça donne aussi à l'avenue de Vladimir Poutine le lustre qu'elle n'avait pas pu avoir en octobre quand la présidence Hollande avait plus ou moins refusé, plus ou moins désincité le président Poutine à venir en France. Donc ça donne de la solennité, ça donne du lustre. Ça n'augure pas d'un accord évidemment sur le fond, puisque les conclusions sont plutôt très minimales. Être contre le terrorisme, eh bien, ça fait plus d'une décennie que la France et la Russie sont d'accord pour être contre le terrorisme. Mais c'est dans les détails ensuite qu'il faut aller. Donc sur la forme, on est d'accord, sur le fond, ça sera plus compliqué. Comme vous l'avez très bien rappelé, et Ulysse Gosset l'a très bien montré, voilà. Ce qui a été aujourd'hui fait, c'est qu'on a fait un passage en revue des points sur lesquels on était d'accord d'être pas d'accord. Julia Delage. Il y a peut-être, si on doit un peu plus positif, peut-être, il y a quand même une minuscule avancée du côté d'Emmanuel Macron sur le dossier syrien. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque de François Hollande, il n'était pas question de parler avec Bachar el-Assad. Et là, dans les petits bouts de son qu'on a entendus, en effet, on a Emmanuel Macron qui pose des lignes rouges très concrètes, les armes chimiques et la présence d'axes humanitaires pour protéger les civils. Mais on a quand même du bout des lèvres un Emmanuel Macron qui dit... Voilà, on ne pourra régler la question syrienne que si on maintient un État... On préserve l'État syrien. Et même à la fin, à la dernière question, il dit oui, ça comprend de parler avec des, je cite, représentants de Bachar el-Assad. Le nom de Bachar el-Assad n'avait pas été prononcé jusqu'à présent. Et à la fin, toute fin, il le glisse tout de même. Ça, il n'en était pas question avec François Hollande. Alors évidemment, ça n'augure pas d'un accord. On n'est pas dans la confraternité. C'est pas la guerre froide. Mais... Voilà, plus la guerre on sent qu'on peut, sur certains aspects, il a été beaucoup plus agressif, si je peux employer ce mot-là, mais en tout cas beaucoup plus ferme, Emmanuel Macron, notamment sur les questions sur la campagne, en expliquant que certains organes de presse n'étaient pas des organes de presse, mais des organes d'influence, en les citant nommément. Il a été extrêmement ferme. Sur la question syrienne, on sent qu'il est beaucoup plus posé. Une fois de plus, je ne dis pas que tout d'un coup les problèmes vont se régler. Mais... Vous citez, effectivement, c'est important, vous citez ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant Russia Today et Sputnik. Il a dit, ce sont des organes d'influence et de propagande pendant ma campagne, pas des journalistes. Là, au moins, les choses ont été claires. Il a réglé son compte à ces agences qui étaient vraiment anti-Macron pendant la campagne présidentielle. Pierre Laurin, est-ce qu'on est sorti de la guerre froide? C'était très compliqué entre Poutine et Hollande. Est-ce que ça va mieux? Oui, bien sûr, ça va mieux. Ça ne pouvait pas aller moins bien. Non pas que Poutine et Hollande ne s'entendaient pas personnellement, peut-être qu'ils avaient un peu de sympathie, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le dialogue était complètement bloqué, ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient dans une situation de patte, comme aux échecs. Là, on avance. Là, effectivement, on a mis les choses à plat, et on repart sur de bonnes bases. Les bonnes bases, c'est... D'abord, les deux lignes rouges fixées par Emmanuel Macron, elles étaient déjà avant. Là, il les a réaffirmées avec beaucoup de force. En revanche, la France a fait un pas important vers une solution éventuelle en Syrie en reconnaissant qu'il fallait maintenir l'État syrien. Jusqu'à présent, la France n'en parlait pas. Et surtout que l'on pouvait discuter avec Bachar el-Assad, ou du moins ses représentants, ce qui n'engage à rien, parce que si la paix est établie, ensuite, il y aura un processus, on ne sait pas ce qu'il sera. Alors ça, c'est un point. Mais également, il y a une avancée sur l'Ukraine, même si elle est un peu passée inaperçue, c'est que la prochaine réunion du quartet, c'est-à-dire du format Normandie, demandera un rapport exhaustif de l'OSCE, ce qui est très important parce que jusqu'à présent on était dans le flou le plus absolu, mais surtout l'élément qui était derrière et qui
créer un peu des blocages, c'est-à-dire le président américain et l'administration américaine. Là, ça a complètement changé et l'on peut penser que l'administration actuelle de Donald Trump sera non pas désintéressée, mais du moins, elle n'aura pas à jouer un rôle dans le conflit ukrainien. Alors, Laurent Neumann, on observait bien sûr tout à l'heure Emmanuel Macron. Je me souviens, pendant la campagne, certains de ses adversaires disaient « Macron, il ne tiendra pas tête à Poutine ». Bon, avec Trump, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, il y avait le test Poutine. Est-ce que Macron a réussi le test Poutine ? Écoutez, la vérité, c'est que je me suis posé la question pendant toute cette conférence de presse. Je me suis souvenu de tout ce qu'on disait d'Emmanuel Macron, son inexpérience, ses 39 ans, comment allait-il faire sans cette expérience nécessaire des grands sommets internationaux pour tenir tête, vous le disiez, à Vladimir Poutine. Là, c'est absolument incroyable. Il a mis tous les sujets sur la table, y compris ce qui fâche, sans déroger de sa propre ligne, ce qui n'est pas simple. Et je me disais en même temps, il a sans doute dit, y compris publiquement, des choses à Vladimir Poutine que François Hollande ne pouvait plus dire à Vladimir Poutine. Il ne s'entendait plus. Jamais Vladimir Poutine n'aurait accepté que François Hollande, publiquement dans une conférence de presse, vu l'état de leurs relations sur la fin du quinquennat, que dans une conférence de presse, il puisse s'entendre dire sur les médias russes, sur l'interventionnisme pendant la campagne présidentielle, y compris sur la Syrie ou sur l'Ukraine, y compris la ligne rouge sur les armes chimiques, même si c'était pourtant déjà la position de Paris, tout ça était absolument impossible. Et puis je me suis souvenu aussi de ce que disaient les adversaires d'Emmanuel Macron. Ils disaient, pour certains, il faut absolument parler avec Vladimir Poutine. Mais il ne nous disait jamais ce qu'il fallait lui dire. Là, tout à coup, on parle à Vladimir Poutine et on met tous les sujets qui fâchent sur la table. La logique, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'était pas simplement président de la République, il était aussi là en tant que représentant de l'Europe. Et tout de suite, à la fin de cette conférence de presse, que dit-il ? Il va appeler Angela Merkel pour lui faire l'état de tout ce qui s'est dit. Vous avez bien compris que le plus important, c'est pas ce que les deux hommes nous ont dit devant les micros, mais ce qu'ils n'ont pas voulu nous répéter et qui font là pour le coup partie de la vraie diplomatie. La diplomatie, c'est pas ce qu'on voit. Combien de temps d'ailleurs la discussion entre les deux hommes avant la conférence de presse ? Plus longue prévue visiblement. Oui, au moins 2 bonnes heures. Oui. Au moins 2 bonnes heures. Donc effectivement, on a pu se dire des choses. Cyril Brett, sur la Syrie, est-ce qu'on avance ? Je suis désolé de faire un peu le gâche-Noël, d'autant plus que je souhaite que la France et la Russie dialoguent et échangent nécessairement. Mais si on regarde, moins les paroles, mais les structures, le commerce entre la France et la Russie, ça a chuté d'1 tiers depuis un peu plus d'une année. Si on regarde sur la Syrie, OK, il y a des lignes rouges, mais enfin, ni les coalitions, ni les buts de guerre, ni les structures dans lesquelles on veut coopérer n'existent. Et d'ailleurs, sur le terrain, que ce soit les forces françaises ou que ce soit les forces russes, personne n'a engagé quelque coopération que ce soit, alors que je rappelle qu'en octobre 2015, il était question de faire un front commun russo-français en Syrie. Sur l'Ukraine, oui, bien sûr, souhaitons l'accord, l'application de l'accord. Poutine a dit que les sanctions contre son pays ne servaient à rien, ne réglaient pas le dossier. Je reviens simplement à ça. Jusqu'à quand les sanctions de l'Union européenne contre la Russie durent ? Jusqu'en septembre. Jusqu'à quand les contre-mesures russes contre l'Union européenne durent ? Jusqu'en décembre. Donc absolument rien n'a bougé pour le moment. Rien n'a avancé sur le dossier ukrainien. Et une des difficultés du dossier ukrainien, c'est-à-dire la faiblesse de l'État ukrainien, n'a absolument pas changé aujourd'hui, d'un point de vue financier, d'un point de vue... Mais c'était quoi ? C'était une prise de contact aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Il fallait sortir de l'impasse des relations entre Hollande et Poutine et repartir sur de meilleures bases ? Là, nous sommes au premier pas d'une marche qui peut s'interrompre à n'importe quel moment. C'est à la mode en ce moment. Oui. Bon. En ce qui concerne, en tout cas, la conférence de presse et la manière dont les choses se sont parlées, on a vu une retenue de la part de Vladimir Poutine qu'effectivement, il n'aurait jamais eu face à François Hollande. Comment vous l'expliquez ça, justement ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a trouvé un interlocuteur neuf qui est prêt à écouter, à entendre, à tenir compte des arguments adverses et surtout qui, visiblement, est un adepte du pragmatisme, de la realpolitik. Comme Poutine. Comme Poutine. On a 2 pragmatiques, finalement. Voilà. Et là, effectivement, il ne s'agissait vraiment pas pour Poutine de mettre en difficulté Macron ou d'engager une nouvelle guerre froide des mots entre les deux. Ce n'était pas le but de la manœuvre. Et de ce point de vue-là, je crois qu'ils ont tous les deux très bien joué. L'un en affirmant sa position et l'autre en jouant comment dirais-je,
l'homme qui veut laisser les choses avancer. Surtout que Macron, il joue aussi une carte intérieure. Hein. Il y a des élections dans quelques jours à gagner. Et donc, bien sûr, les électeurs français observent les premiers pas de Macron sur la scène internationale. Il y a eu le G7, il y a Versailles avec Poutine. Donc, Poutine ne pouvait peut-être pas gêner le président Macron en campagne? Pas 2 fois de suite, vous voulez dire? Oui, sans doute. Toute la séquence qui commence le jour de la passation de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est une formidable campagne de pub pour Emmanuel Macron. On va pas se cacher. On a vu, regardez les images, hein, une mise en scène incroyable. On est d'accord. Mais du côté de Vladimir Poutine, quand même, d'abord, il s'est rendu compte que ça se passerait sans doute pas aussi bien que prévu avec Donald Trump. Et donc, il a besoin, pour sortir d'une forme d'isolement, d'aller quand même regarder ce qui se passe du côté de l'Europe. L'Union européenne, c'est pas sa tasse de thé. Et du coup, il a trouvé un nouveau chef d'État qui arrive, qui est prêt à écouter. Donc, il vient le voir. Et d'ailleurs, on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron avait fait venir Vladimir Poutine à Paris. En réalité, c'est bien Moscou qui a suggéré que ce serait une bonne idée de venir à ce moment-là. Donc c'est bien la preuve que Vladimir Poutine avait envie de discuter avec Emmanuel Macron. Et puis dernier point, on n'imaginait pas à l'issue de cette réunion que tout à coup, tous les problèmes allaient se régler et qu'on aurait sur la table une feuille de route claire pour la Syrie, pour l'Ukraine ou même pour le respect des droits de l'homme et pour toute une série de sujets. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se parlent. Et souvenez-vous encore une fois de tout ce qu'on disait pendant la campagne électorale. Tout le monde déplorait, chez les Républicains, au Front National, y compris à l'extrême gauche, qu'on ne parle pas avec Vladimir Poutine alors que c'était un acteur important. On s'est parlé, il va falloir voir ensuite si ça va porter ses fruits. C'est pas du tout sûr. À tout moment, cette discussion-là peut chuter, s'arrêter là, parce que tout à coup, on a mis le doigt sur quelque chose qui est insoluble et que Vladimir Poutine ne veut pas avancer. Enfin, c'est un premier pas. On parlera dans un instant de Madame Le Pen, qui a été citée à la conférence de presse. Longuement. Oui, longuement. On va vous dire pourquoi. Mais tout d'abord, on va rejoindre Thierry Arnaud à Versailles. Thierry, vous avez suivi la conférence de presse. Expliquez-nous un peu les coulisses de cette conférence de presse conjointe. Puis surtout, les deux hommes sont toujours à Versailles, vous confirmez, au Grand Trianon pour l'inauguration de l'exposition, parce que c'est quand même le prétexte, et c'est le motif de la venue du président russe, cette inauguration d'exposition. Et avant l'exposition, Olivier devait se rendre dans les jardins de Versailles ici, ces fameux jardins dessinés bien sûr par André Le Nôtre. Alors pas évidemment pour les visiter en totalité, je crois qu'il y a plus de 800 hectares de ces jardins de Versailles pour avoir une petite partie avant de se rendre dans cette exposition pour l'inaugurer ensemble, cette exposition consacrée à Pierre le Grand. Et c'est évidemment une symbolique très importante, un geste au fond qu'Emmanuel Macron a voulu accomplir envers Vladimir Poutine, que l'on s'est fait rude d'espoir. D'ailleurs, on l'a entendu au début de son intervention, rappeler que Pierre le Grand, ce n'était pas le début de la relation entre la France et la Russie, et très attaché aussi le président russe, bien sûr, à cette idée de la grande Russie. Donc, ce point de vue, la symbolique était importante. C'était une façon de marquer une forme de respect dans l'accueil de Vladimir Poutine ici. Et je crois que l'idée de respect, elle a d'ailleurs été très importante, cette idée de respect mutuel. Il y a eu ça, la symbolique, les gestes, toutes ces images qu'on a vues tout au long de la journée. Et puis il y a eu le message qu'Emmanuel Macron avait délivré pour une première fois au G7, qu'il a répété aujourd'hui, consistant à dire qu'aucun grand problème international ne peut se résoudre sans la Russie. De l'autre côté, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il entendait se faire respecter lui aussi. Il a réexprimé ses désaccords en montrant parfois, ça vient d'être expliqué sur la Syrie et l'Ukraine, des portes de sortie, mais il s'est fait respecter aussi en parlant, et vous allez y venir, des élections françaises et de ce qu'il pensait de Marine Le Pen, qui avait été reçue par Vladimir Poutine à quelques semaines du premier tour, et puis en disant les choses de manière assez brutale, mais pour le coup assez franche et nette, en expliquant pourquoi certains organes de presse russes, qui n'étaient pas des organes de presse d'ailleurs à ses yeux, mais des organes de propagande, en les nommant Russia Today et Sputnik, s'étaient vus refuser l'accès aux événements de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc cette idée d'instaurer une forme de respect mutuel, on se parle, on se dit les choses franchement, on se respecte, était évidemment centrale dans la façon dont cette journée a été organisée et dans les messages qu'on a voulu faire passer à la fois visuellement et à l'occasion de cette conférence de presse. Merci Thierry. Donc visite pour l'instant des jardins, d'une partie des jardins de Versailles. Ensuite, donc inauguration de l'exposition. On a pris un peu de retard sur le programme. Et puis ensuite, tout seul, le président Poutine doit aller au nouveau centre spirituel et culturel orthodoxe russe qui devait inaugurer en octobre 2016. Mais à ce moment-là, ça se passait mal entre Paris et Moscou. Et donc, il pourra faire tout à l'heure, c'est cette très belle cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité que vous pouvez voir non loin de la Tour Eiffel à Paris si vous êtes dans le coin. Cyril Brett, on va quand même revenir sur Marine Le Pen qui s'est invitée à cette conférence de presse. Rappelons que la présidente du Front National avait été reçue pendant la campagne électorale par Vladimir Poutine. Voilà la réponse du président russe.
Nous sommes prêts à accueillir n'importe qui, à tout moment. Et si Madame Le Pen nous a demandé à l'accueillir, je ne vois pas au nom de quoi on doit lui refuser cette visite, d'autant plus qu'elle-même, personnellement, a toujours œuvré pour le développement des relations entre nos pays. Il aurait été pour le moins étrange de notre part de repousser les personnalités politiques qui cherchent à développer des relations avec la Russie. Alors, Cyril Brett, sa réponse sur Marine Le Pen. Ce n'est un secret pour personne. Évidemment, les autorités publiques russes et les médias russes avaient plutôt parié pour l'autre candidate dans l'entre-deux tours. Et ce n'est un secret pour personne non plus. Emmanuel Macron était le candidat qui était le moins souhaité par la Russie dans son ensemble. C'était le moins pro-poutinophile ou le moins pro-russe de tous les candidats. Mais ça n'est pas un obstacle à la reprise du dialogue. Avec les Russes, ça n'est jamais une bonne idée de se montrer faible ou complaisant. Établir un rapport de force franc, explicite, et le début des négociations. C'est pas ou la négociation ou le rapport de force, c'est négociation et rapport de force ensemble. Donc le sort de Marine Le Pen, évidemment, a été minoré aujourd'hui, mais enfin, personne n'est dupe, ni sur le rôle qu'ont joué les médias destinés à l'étranger que sont Sputnik et Russia Today dans la campagne, ni évidemment la réception de Marine Le Pen. Russia Today et Sputnik, deux médias qui ont été accusés par Emmanuel Macron d'être en fait des organes d'influence et de propagande contre sa propre campagne. Ça a été évoqué, ça a été dit assez fermement par le président français. Écoutons et puis vous m'expliquez. Les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Bon, Russia Today et Sputnik, ils se sont financés quasiment par le Kremlin. Oui, comme l'AFP, oui. Oui, enfin l'AFP n'est pas un organe de propagande. Oui, il n'est pas financé par le Kremlin, quoique parfois on ne sait jamais. Hein. Mais je voudrais dire une chose. Le problème là, c'est un problème d'emplacement. De quel point on regarde, avec quels yeux on regarde. Effectivement, pour Emmanuel Macron, ces deux organes de presse étaient contre lui. C'était très clair. En revanche, placez-vous du côté de Poutine et vous voyez l'ensemble de la presse occidentale qui est contre lui. Que va-t-il penser alors que on dit également des choses qui sont fausses sur lui, on l'accuse de beaucoup de choses qu'il n'a jamais faites, etc. Est-ce qu'il ne serait pas dans une position équivalente ? Et là, c'est une interrogation très valable. Lorsque M. Macron est reçu par Angela Merkel en tant que candidat, est-ce qu'il n'y a pas ingérence de la part de l'Allemagne ? Donc, il faut relativiser toutes ces choses. Il est normal que des hommes politiques aient des contacts à l'étranger. Bon, ce qu'a dit le président Macron, c'est l'évidence. C'est-à-dire que c'est dans le cahier des charges de Russia Today et de Sputnik d'être des vecteurs de l'influence, de la vision des relations internationales. Et c'est financé sur fonds publics. Les décrets sont d'ailleurs accessibles à n'importe qui en russe et en anglais. Ce sont des agences de presse et ce sont des radios et des télévisions qui relaient la vision de l'ordre international des autorités publiques. De là à faire de la désinformation, on peut relayer un message officiel. Elle est parfaitement caractérisée, elle a été pointée, et dans la bataille des médias qui s'est engagée, la réponse qu'a donnée le candidat Macron, qui est devenu le président Macron, était la seule qui était possible, étant donné les rumeurs qui étaient propagées sur lui. Il y a un autre point aussi, ce sont les cyberattaques. On accuse la Russie de lancer des cyberattaques et d'avoir essayé notamment de pirater les comptes, la boîte mail de l'équipe de campagne de Macron. Et ça a été abordé à un moment donné. Alors Vladimir Poutine a dit en gros où sont les preuves. Oui, ça va devenir un thème récurrent d'à peu près toutes les campagnes électorales occidentales. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en France, ça va l'être encore une fois en Allemagne. Alors, toute la difficulté de la cyberdéfense et de la cyberattaque, c'est de retracer. Il faut donc être à l'œuvre dans les services de renseignement pour savoir exactement d'où ça vient, parce qu'il ne faut pas considérer que la Russie est une espèce de bloc monolithique. Il y a plusieurs clans qui s'affrontent exactement comme dans la vie politique française, et retracer les origines, c'est toujours un petit peu compliqué. En revanche, sur la propagande générale, voilà, ce qui a été dit aujourd'hui reflète à peu près l'état des connaissances de l'opinion publique française. Non, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron ose dire ça en public. Oui. Donc d'une certaine manière, tous les faits qui sont à la
porté déjà à la connaissance du public. Les électeurs français, les lecteurs français savent ce qui s'est passé en France à propos de cette campagne présidentielle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils le disent publiquement en présence de Vladimir Poutine. Ce qui est plus intéressant de mon point de vue, c'est tout ce qui n'a pas été dit. Comme dans n'importe quelle situation diplomatique. Sur la Syrie et sur l'Ukraine, ils n'ont rien dit. Il a fixé des lignes rouges, j'ai bien entendu, il y aura un format Normandie sur l'Ukraine. Ils n'ont rien dit publiquement. En réalité, ils se sont dit des choses en privé. Et de cela, Emmanuel Macron parlera avec Angela Merkel, parce que je le répète, c'était bien sûr une réunion bilatérale franco-russe, mais Emmanuel Macron sait qu'il a besoin d'Angela Merkel pour faire avancer les relations entre l'Union européenne et la Russie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie sur le dossier syrien? Parce que de la Russie sur le dossier syrien, la position de la Russie sur le dossier syrien, elle est beaucoup plus cohérente que la position occidentale, où on ne sait pas contre qui on lutte, pourquoi, qu'est-ce que l'on veut faire. Il y a une coalition, mais il y a une coalition à laquelle la France participe, menée par les Américains contre Daesh. Alors, il y a deux choses, il y a la bataille de Mossoul. Et on a l'impression que Poutine est surtout là pour protéger ses intérêts en protégeant le régime Assad. Non, actuellement, honnêtement, les seuls qui luttent réellement contre le terrorisme en Syrie, c'est Bachar el-Assad avec l'aide des Russes. Oui. Les autres, c'est bon, Raqqa, où en est-on ? Non, il y a des dizaines de Là, on s'en bat d'accord. Là, vous avez parfaitement raison, Pierre Laurent. C'est-à-dire que la position de la Russie est très claire. Elle a un ennemi, elle a un ami, elle a un allié, elle veut arriver à un résultat, c'est clair. Les Occidentaux n'ont pas ça, et les Occidentaux n'ont pas ça aussi parce que la position des États-Unis est extrêmement ambiguë sur la question et laisse, comme dans le cas de la défense européenne, les Européens entre le marteau et l'enclume. Ce qu'on peut attendre de la Russie en Syrie, c'est ce que le président Macron a exigé aujourd'hui, c'est-à-dire d'être associé au schéma de discussion patronné par l'Iran, la Turquie et la Russie, en excluant l'Union européenne et les États-Unis, pour pouvoir arriver à une solution qui soit multilatérale et pas seulement celle. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce qui a été exprimé. Et rentrer à nouveau dans le jeu syrien, dont on est de fait aujourd'hui totalement exclu, même si on participe aux frappes de la coalition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Non, mais toute la difficulté, c'est la comparaison qui a été faite. C'est il y a 2 ans, quand le président Hollande envisageait un front commun avec la Russie, les résultats sur le terrain n'avaient pas été obtenus, essentiellement par l'aviation russe et par les bataillons iraniens. Là, on est dans une situation où il y a de l'irréversible qui a été créé. La question du maintien du régime El-Assad se pose d'une façon qui est complètement différente maintenant. Et le grand mérite, vous l'avez dit, du président Macron, ça a été de dire explicitement, publiquement, ce que tout le monde pense. C'est ce que toutes les chancelleries occidentales se sont résignées à constater, c'est-à-dire que de solutions sur le régime al-Assad, qu'on le déteste ou non, va être difficile à trouver. Mais l'exigence qui a été exprimée aujourd'hui concernant la Syrie est très claire. Il faut arriver, si ce n'est un front commun qui est impossible, puisqu'on n'a pas les mêmes ennemis et pas les mêmes objectifs, il faut arriver à un schéma de négociation qui soit compréhensif et qui soit non exclusif. On ne pourrait pas avoir un front commun, par exemple, contre Daesh à Mossoul. On essaie de reprendre Mossoul. Et on ne peut pas imaginer la Russie participer ? Ce n'est pas la peine dans la mesure où Mossoul, c'est l'armée irakienne avec le soutien occidental, notamment le nôtre, du point de vue de l'aviation, de l'artillerie. Mais le problème, c'est que on voit très bien les difficultés d'affronter un ennemi qui est prêt à tout, qui est prêt à utiliser... par exemple, on parle des armes chimiques. Macron a bien dit de quelque côté qu'elles viennent, ces attaques chimiques. Parce qu'actuellement, ce que l'on constate à Mossoul, c'est l'utilisation de gaz moutarde par les djihadistes. Le problème, donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles de la part de l'État français. Voilà. La Russie n'est pas seulement visée, si j'ai bien compris. Étant donné qu'elle n'est pas sur le terrain, elle n'est pas visée. Pour faire la guerre ensemble, il faut avoir le même ennemi. Or, pour le moment, ni les Russes ni les Occidentaux ne considèrent qu'ils ont le même ennemi. Dès qu'on commence à désigner qui est un terroriste et qui ne l'est pas, le désaccord se manifeste immédiatement. Ça, c'était plutôt à l'époque Obama. Oui, mais là, ça perdure, dans la mesure où il n'y a aucune façon de se mettre d'accord sur des cibles tactiques. Mais là, on est au premier pas. Là, on est au premier pas. Vous avez parfaitement raison, c'est parfaitement incoatif, là. Bon, écoutez, on va continuer d'évoquer cette première rencontre entre les deux hommes à Versailles qui se poursuit en ce moment même puisqu'ils doivent visiter les jardins, une partie des jardins, ensuite inaugurer au Grand Trianon l'exposition qui sert de prétexte à la rencontre et à la venue du président russe en France. Et puis ensuite, Vladimir Poutine doit se rendre tout seul au nouveau centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, près de la Tour Eiffel. Il est 18